Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Canal 2 International. Après cette légère pause, on reprend le chemin des stades de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après une première journée assez intense avec du jeu et surtout beaucoup de buts, on repart dans cette compétition avec une affiche intéressante. Aujourd'hui, l'Égypte qui affronte l'Afrique du Sud, match comptant pour la 12e journée du groupe B. Et je suis avec Aysen Chia. Bonsoir Aysen. Good afternoon, Alain Ghislain Kanga. Good afternoon to our televiewers. We are back, and of course, we are diving into the day two of the group matches. Where this afternoon we shall be looking at the Bafana of South Africa versus the Pharaohs of Egypt. Both teams had a win during their first outing of this AFCON, and of course, they will be looking forward. Each and every one of them will be looking forward to consolidate their lead. And as we speak, Zimbabwe versus Angola is ongoing, and they are in a 1-1 tie. Should it end like that, it means the winner of today's game between South Africa and Egypt would definitely extend their lead at the top of the table. And of course, Alain Ghislain, we have our analysts in the studio that will be helping our viewers to understand some of the technicalities of the game. Ils sont deux, ils vont partager leur analyse pour cette belle affiche qui se profile et qui s'annonce. D'un autre côté, on a Georges Rim qui est avec nous. Bon après-midi Georges et merci d'être avec nous. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Nous sommes également avec Raoul Patrick Bifeok qui est avec nous depuis le début de cette compétition. Bon après-midi Patrick. Bon après-midi Justin, bon après-midi également aux téléspectateurs qui nous suivent encore cet après-midi. Alors messieurs, Égypte, Afrique du Sud, on a vu ce que ça a donné. Les deux équipes se sont imposées lors de la première journée, 2-1 chacun. On a vu du jeu, on a surtout vu une Afrique du Sud assez intéressante et très dangereuse. Ces deux équipes qui se sont déjà rencontrées lors de la dernière édition de la CAN, je pense que c'était au 8e de finale, et c'est l'Afrique du Sud qui l'avait emporté. Quand vous regardez les deux équipes lors de cette première journée, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut s'attendre au style, à la même intensité qu'on a vécu depuis le début de cette première journée, où on va monter d'un cran? Je pense qu'aujourd'hui on va avoir à faire un match typiquement africain, parce que les deux équipes, il faut le dire, ont un réservoir des joueurs locaux importants. L'Afrique du Sud qui compte pratiquement près de 21 joueurs locaux dans son effectif. L'Égypte qui suit avec un effectif entre 17 ou 18 joueurs locaux. Et vous remarquerez que la plupart de ces deux équipes utilisent leurs joueurs locaux, à l'exception de l'Égypte qu'on a constaté l'injection de certaines de ces stars Mohamed Salah, Marmouche et je crois Mustafa, quelques cadres qui constituent un peu la charnière centrale de cette équipe. Mais on aura droit à un football typiquement africain aujourd'hui, le reflet de l'identité qu'est notre football, même si chacune de ces nations garde en elle une substance qui est propre à elle. Autre chose également, ce sont des joueurs qui se côtoient dans les compétitions africaines, notamment en Champions League, Mamelodi Sundowns, et à la Ligue avec le Zamalek aussi, qui est un réservoir de joueurs qui sont convoqués dans cette compétition. Donc ils sont habitués, ils se retrouvent, ils ont ce challenge. Pratiquement, vous verrez les années qui se suivent, l'un remporte, l'autre attend, et puis l'année qui suit, ainsi de suite. Autre chose également qu'il va falloir retenir, c'est que ces deux équipes se connaissent dans le cadre de cette compétition. La première sortie officielle entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, c'est en 96. L'Afrique du Sud qui organise la compétition, qui se retrouve dans la même poule avec le Cameroun, qui va littéralement marcher sur le Cameroun lors de sa première sortie, mais qui sera battu par cette équipe égyptienne 1-0 lors du troisième match, contre toute attente. Et en 98, les deux équipes se retrouvent. Cette fois-ci, on voit un parcours sans faute entre les deux. L'Afrique du Sud qui survole sa poule et l'Égypte également. Ils vont se retrouver en finale. Et qui sera le tueur? C'est l'actuel entraîneur
Osama San. Osama San. C'est lui qui sera le tueur de cette équipe. Pendant ce temps, Bédi Makati était dans sa grande forme, mais il n'a pas pu permettre à l'Afrique du Sud de pouvoir rentrer avec le trophée. Et le dernier souvenir, il est plus amer, c'est en 2019, lorsque cette équipe organise la compétition, l'Égypte en l'occurrence, mais elle sera stoppée net en huitième de finale par cette équipe de l'Afrique du Sud. Donc c'est un souvenir et c'est une rencontre aux allures de revanche pour l'Égypte qui, tant bien que mal, avec la montée d'une nouvelle génération aujourd'hui, essaye de retrouver sa suprématie d'antan. Donc il y a cette chose-là à faire et le coach aussi qui a apporté une plus-value que nous allons discuter au cours de cette mission. Yes, of course. Josh, these are two teams, they know themselves so well, especially when it comes to the African Cup of Nations. You watch their first two games, you are reading of the squads before this match. First of all, you will allow me to speak in French if... You will speak the both languages. Oui, nous avons regardé l'entrée en matière dans cette compétition des deux équipes qui ont d'ailleurs remporté les deux premiers matchs. Et presque dans les scénarios identiques, même score 2-1. L'Afrique du Sud qui a mené avant de se faire rejoindre au score par l'Angola et puis plus tard marqué le deuxième but. L'Égypte qui lui a été mené et a donc dû réagir en revenant au score et en égalisant. Donc deux équipes qui sont bien rentrées dans la compétition, qui aujourd'hui vont s'affronter pour le leadership de cette poule-là. On devrait donc s'attendre, comme le disait Raoul, à un match assez relevé, d'autant plus qu'il a relevé un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que l'opposition entre ces deux équipes sera assez équilibrée, que ce soit au niveau des sélections nationales ou même au niveau des clubs. C'est des joueurs qui ont l'habitude de se rencontrer. Au niveau des compétitions interclubs africaines, la Champions League notamment, ou la Coupe de la Coupe de la CAF, et même dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a rappelé l'historique entre les deux rencontres. Vous verrez que c'est aussi équilibré à ce niveau-là. Donc je m'attends à un match équilibré entre les deux nations et ça pourrait se jouer sur quelques détails. Donc il faudra faire très attention de part et d'autre sur certains aspects, notamment techniques, les pertes de balles dans certaines zones qu'il faudra éviter. Ghislain, when you look at their outings for the AFCON, they have met 3 times, like he was indicating, and then the Pharaohs have succeeded to defeat the Bafana twice. Though another defeat, the defeat in 1996 ended up with Bafana winning the trophy. Yes. But then their recent outings, you discover that 6 games and Egypt has not won any against South Africa. I mean, in their recent 6 games. Is that a message for Egypt to be very careful as they go head-to-head with the Bafana? Of course, Egypt has to be very careful since, as you said, the recent 6 games, Egypt has not won any. Bafana has won 4. Exactly. 2 draws. 2 draws. So the advantage, the psychological advantage is in favor of South Africa. So Egypt has to be very, very attentive, very, very careful if they don't want to see the Bafana winning a fit game against them again. Alors, quand on regarde l'enjeu de cette rencontre, les deux ont le même nombre de points, une différence de but, et le vainqueur automatiquement va obtenir sa place pour le prochain tour. Est-ce que vous pensez que cette rencontre a des allures déjà de petite finale du groupe B, et est-ce le type de rencontre qu'il faut absolument gagner ou ne pas d'abord perdre? L'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme à ce niveau de la compétition. Il faut préciser qu'il y a 3 points à gagner pour prendre ces distances, prendre la première place et surtout en ayant un regard sur le potentiel adversaire au deuxième tour. Donc c'est la raison pour laquelle l'accent sera mis là-dessus. L'autre enjeu également, c'est de mesurer sa force.
parce que on dira peut-être que l'Égypte a déjà croisé le Zimbabwe dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont relativement toujours gagné, pas avec un score aussi considérable, parce que en 2019 où ils rentrent en huitième de finale, ils ont croisé cette équipe zimbabwéenne qu'ils ont seulement gagné 1-0. En 2004, ils étaient dans la même poule avec le Nigeria qu'ils ont aussi difficilement gagné, cette équipe zimbabwéenne. Donc à ce niveau-là, c'est l'adversaire coriace et sérieux pour mesurer véritablement son jeu. Vous savez, l'Égypte a connu depuis quelques années un léger déclin, sur le plan de la discipline tactique. Pourquoi? Parce que ils ont essayé d'occidentaliser leur jeu sur la possession de balles. Tout le monde veut jouer comme les Européens, produire le jeu, et pourtant ce n'était pas l'identité. L'Égypte a pu remporter des compétitions parce qu'il y avait une discipline tactique, et c'est cette empreinte qu'a ramené Oussama Hassan, parce qu'il a grandi dans ça, cette discipline tactique sur le plan défensif surtout, parce que vous remarquerez qu'ils ont essayé d'ouvrir le jeu, et c'est pour ça qu'ils prennent de l'eau à chaque rencontre. Ils sont battus, ils sont rentrés à la dernière édition pratiquement sans aucune victoire, donc ils ont fait, je crois, 3 matchs, 3 nuls, et ça n'a pas été le cas. Et en face, c'est un adversaire qui a pris le temps de construire. Hugo Broos est arrivé pour construire un projet de jeu, et il a donné une certaine identité à cette équipe qui repose essentiellement sur des joueurs locaux qu'on a tirés de Mamelodi Sundowns et bien d'autres clubs. Donc il y a cette identité-là. Il y a également de la jeunesse. Quand vous voyez un gars comme Mokoena qui contrôle le milieu de terrain de cette équipe, il joue sans complexe, il est décomplexé. Donc il a un objectif à atteindre. C'est vrai que on se serait attendu qu'après 96 qu'on retrouve cette équipe sur le toit de l'Afrique, mais ce n'est pas encore le cas pour le moment. Donc c'est un enjeu à double volet, c'est-à-dire qu'il y a 3 points à prendre, mais il y a aussi tester son niveau, son véritable niveau. On ne dira pas que le Zimbabwe pourrait être une foudre de guerre comme l'Afrique du Sud, c'est difficile de le dire. Donc comme le disait Georges, on craint que ça soit très équilibré, qu'on se respecte trop, qu'on ne prenne pas les risques, mais je pense qu'avec l'armada offensive égyptien, ils vont tenter le coup, peut-être pourquoi pas tuer le match au début de la rencontre et après procéder par des attaques rapides pour totalement tuer le match. Alors Raoul, on a quand même observé depuis quelques années, et on l'a d'ailleurs vu lors de la première journée face au Zimbabwe, l'Égypte, ce n'est plus l'équipe ultra dominante, contrairement à l'Afrique du Sud qui revient très fort. Est-ce que vous pensez qu'on assiste là à un rééquilibrage des forces africaines? C'est ce qui se passe actuellement. Mais il y a deux choses qui essayent d'expliquer cela. D'un côté, on construit le projet de jeu sur le potentiel individuel de certains cadres. C'est-à-dire qu'on a des noms. On va vous parler de Salah, on va vous parler de Neni, on va vous parler de Mohamed, on va vous parler de Marmouche. Pourtant, du côté de l'Afrique du Sud, on ne parle pas de noms, mais on met en place un collectif. C'est ça qui fait la différence entre ces deux équipes. Vous verrez qu'on ne construit pas sur des individualités, et que un joueur pourrait éventuellement manquer à une rencontre, que ça ne changerait pas le style ou la stratégie de jeu mise en place. Mais dès lors que vous avez une équipe totalement constitué autour du projet du jeu, pas autour d'un individu, ça devient totalement différent. Et ça nous montre une fois de plus que cet ascendant que certaines nations ont eu dans le passé est battu en brèche, parce que les nations travaillent. Elles travaillent de plus en plus. On parlait tantôt de l'exotisme aujourd'hui sportif qu'il y a, ces joueurs qui se retrouvent du côté de l'Europe. Chaque nation au moins a un joueur international. C'est la raison pour laquelle vous voyez il n'y a plus ce complexe. Hier, quand on jouait, il y a un ancien footballeur qui, dans une anecdote, disait que pendant qu'ils attendaient leur match, ils sont allés à la salle de restauration, qu'ils avaient vu des Camerounais arriver. Il a craint quand il a vu, il a craint quand il a vu Rigobertson et Kala-Congo, il a craint. Vous voyez, psychologiquement, lorsqu'un joueur rentre, on dit vous allez jouer contre le Cameroun, il était battu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont l'opportunité d'évoluer en Europe, de côtoyer ces joueurs. C'est pourquoi ce complexe tombe facilement. Donc, d'un côté, on a des projets de jeu qu'on construit, malheureusement, sur des individualités, sur des performances individuelles. Et de l'autre côté, il y a un projet qui voudrait que l'équipe soit au-dessus des talents individuels.
Yes, Josh, when you look at, like he's talking about the individuals, the other side, it's true that 80% of the two teams, they say they are made up of local players. But then the big boys, Salah, Mamouche, will it not be a duel against Willian, which that's the biggest name the other way, the goalkeeper? The goalkeeper. Yes. It could be an opposition between those strikers you name, that is Mohamed Salah, Marmouche, why not Mustafa, and Ron William, who was the best goalkeeper during the last AFCON in South Africa. But I don't think that may be really the key of the match, because as he was saying, we have a team that is in South Africa which is not based on individuals, okay? Even though you have some names there who can make a difference. The difference, like Mokoena, he said. I think the organization that Hugo Broos will put in place will not allow those strikers, those Egyptian strikers, to be easily be in face of Ron William. When you look at the last game of the Pharaohs, for example, from the defensive compartment, the midfield and the attackers, where do you think they will need to consolidate, maybe correct some errors today if they want to go against this very dangerous South African side? The midfield, because I think that the attack front is not really the main problem. They have scored two goals last for their first match, but I think the midfield is the main sector of their game there, where they have to be very concentrated, very serious. Alain, let's welcome our third. Oui, Aaron Bindé qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bon après-midi. Bon après-midi, merci pour l'invitation et je suis très heureux de retrouver certains visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. Alors, on va vous accueillir avec cette question et vous le savez, l'Égypte qui affronte le Zimbabwe pour le compte de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a parlé tout à l'heure de cette équipe sud-africaine collective, et de cette équipe égyptienne qui n'est plus ultra dominante comme par le passé. On a vu qu'elle a eu du mal face au Zimbabwe. Est-ce que vous pensez que pour cette affiche, l'expérience de l'Égypte peut faire la différence face à cette équipe sud-africaine plus collective? Je pense surtout qu'on a affaire à deux équipes qui ont une belle expérience de CAN et qui à chaque fois ont toujours été au top. L'Égypte est peut-être l'équipe qui a le plus de titres jusqu'ici et porte le poids de son histoire avec elle. Mais cette équipe sud-africaine est très intéressante parce qu'elle également elle est construite sur un projet à long terme depuis avec Hugo Broos, avec un style de jeu très compact, très huilé aussi techniquement. C'est les gars qui se trouvent les yeux fermés parce que, il faut le dire, c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de joueurs locaux, donc ils se connaissent parfaitement. Et quand on regarde les premiers matchs de cette poule, on peut bien dire que les deux favoris ont remporté le premier match, donc ça va être la finale de ce groupe aujourd'hui pour la qualification directe. Il faut s'attendre à un match ouvert. Je pense que l'Égypte, c'est une équipe qui joue pour gagner, ça se voit tout de suite. Elle n'a pas un jeu très construit, mais elle a une base défensive très solide, un jeu direct qui est porté tout de suite pour aller porter des assauts dans le camp adverse, face à une équipe sud-africaine bien regroupée, qui défend ensemble, qui attaque ensemble et qui a surtout des atouts offensifs très tranchants, qui est très incisif dans les phases décisives. Donc, désigner un favori ou alors faire un pronostic sera très difficile. Il faut s'attendre à un match qui va se jouer comme une finale de cette CAN. Alors Raoul, moi je voudrais qu'on s'intéresse un peu au gardien, El Shaarawy, qui a été longuement critiqué sur la toile par les Égyptiens et les experts également. Est-ce que vous pensez qu'un entraîneur peut subir cette pression et peut-être on peut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications à ce niveau-là, où c'est très risqué?
c'est risqué à ce niveau de la compétition. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'Égypte, tout comme le Cameroun, a cette histoire d'avoir un réservoir en matière du dernier rempart. Donc l'Égypte a toujours produit des grands gardiens et c'est le cas. Ça peut arriver dans ce genre de compétition. Vous savez que ils sont sortis de la dernière compétition avec 3 points sans en gagner un. Il a été au Cameroun où ils ont peut-être disputé la finale, mais ça n'a pas été ça. C'était un parcours très poussif. Donc, n'était pas là en tant que tel. Donc, on a vu comment ils ont traversé. C'est un risque qu'il faut prendre à ce niveau de la compétition parce que ils sont attendus. Et ils sont attendus depuis 2010. Oui, le dernier trophée remonte à pratiquement 15 ans aujourd'hui. Donc, on a pu retrouver cette Égypte flamboyante, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que elle a perdu un peu son identité. Elle avait une certaine identité qui reposait sur une discipline défensive très accentuée, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, en face, vous avez des équipes qui ont un projet beaucoup plus cohérent, qui ont un projet de jeu qui repose sur l'essentiel des joueurs locaux, dont on n'aura pas des problèmes de vous dire que le joueur viendra à 3 jours, on va libérer le joueur à 2 jours. Donc on a construit le projet autour de ce jeu et c'est l'un des atouts majeurs de cette équipe sud-africaine qui va mettre l'Égypte en difficulté. D'abord, la discipline tactique. Lorsque vous voyez ces gars jouer, vous constatez immédiatement qu'il y a une discipline tactique sur les ils respectent les consignes. Deuxième chose, c'est une équipe qui presse haut. On a parlé aujourd'hui, des analystes après la rencontre du Cameroun, on a parlé du pressing. C'est une équipe qui presse très haut. Vous avez des gars comme Mokoena et bien d'autres sur le milieu de terrain qui peuvent jouer un match sans que vous ne vous rendez compte qu'il est affecté sur le plan physique. Donc il y a ce pressing. Et le facteur mondial tel qu'on l'a dit, c'est ce collectif. Vous remarquez aussi que c'est une équipe qui encaisse moins. Donc sur le plan de la discipline défensive également, elle est en place. Donc l'Égypte est en plein doute et ça se ressent même des joueurs d'expérience parce que ce gardien, c'est un joueur d'expérience, il est à sa 3e compétition. Donc c'est ce doute, bien qu'on veut retrouver cette hégémonie, il y a ce doute qui plane et au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, l'ascendant vient lorsqu'on remporte les matchs, mais si on arrive à une défaite, cela pourra davantage produire le doute dans le cas. Let me stay with you. When you look at the South African team now and the touch of Hugo Broos that we all know, do you think maybe this match will be a match of with a difference? Oui, ça sera, comme je l'ai dit, c'est le véritable match test des deux équipes. Donc, il faut mesurer son potentiel, sa capacité, parce qu'en face, il y a des foudres de guerre. Lorsque vous voyez le Sénégal, vous voyez la Côte d'Ivoire et vous voyez le Maroc, le pays organisateur, vous voyez la Tunisie, vous voyez l'Algérie, il y a du potentiel en face. Donc, ça sera l'occasion de mesurer, ça sera l'occasion de bouger. Donc, tel que Georges le disait tout à l'heure, c'est un match qui sera engagé. Personne ne va attendre l'adversaire, il va aller chercher haut. Et vous voyez, quelqu'un comme ça là ne viendra pas attendre que l'adversaire vienne le trouver. Ils iront en tambour battant comme ils l'ont fait face au Zimbabwe, surprendre l'adversaire pour que le jeu soit ouvert, parce qu'ils savent que sur la gestion du match, ça sera difficile. Ils peuvent mener, ils peuvent prendre des initiatives dès le début de la rencontre, mais il sera très difficile pour cette équipe égyptienne de gérer, parce que sur le plan de la gestion du match, l'Afrique du Sud est à budget. Vous avez vu comment Hugo Broos avait utilisé la même stratégie en 2017, user l'adversaire, et lorsqu'il n'y a plus de ressources, alors il peut déployer son potentiel technique et stratégique sur le terrain pour remporter les matchs. We are informing our viewers that the first match of Group B for this day 2 has ended. One for Angola and one for Zimbabwe. This score, what does it mean for South Africa and Egypt as they get into the field of play very soon? It may be a good news for the two teams, knowing that Angola and Zimbabwe, none of them has won the match.
the two teams can, I'm not saying that this is how they are going to do, but they can say that there's no more pressure on them to win, to absolutely win the game today. They can do a draw. Each of them will have 4 points, and knowing that at the third day of play, they are going to face one of those two teams, that is Egypt versus Angola, and South Africa versus Zimbabwe. So they can consider that they don't have the obligation to win the match today, and maybe they are going to play a sort of game that a draw will be a good result for them. And the good thing, Alain, is that everybody has at least had a point in Group B. Nobody is coming back with 0 points. So, like I was asking him, the touch of Hugo Broos. Do you see him performing the miracle he performed in 2017 with this Bafana side? Why not? But what I can say is that since he has been appointed as the head coach of the Bafana teams, he has done so far a very, very, very good job. Yes. A very, very taking good job. Them to the World Cup. Exactly. And why not? Maybe this year he can do it. Remember that in Ivory Coast he played the semi-finals. Yes. If I can remember very well. So his objectives this year maybe do better than 2 years ago. So. Je vais reformuler la question à Aaron. Autrement, Aysen parlait de la touche Hugo Broos. Quand vous regardez cette équipe jouer lors de la première journée, le visage qu'elle a présenté semble tendre vers un visage de maturité. Est-ce que pour vous, cette équipe sud-africaine est la version la plus aboutie des Bafana depuis longtemps? Ce serait difficile d'évaluer sur la durée comparé aux autres sélectionneurs, mais je connais personnellement la touche Hugo Broos parce que j'ai été sous son aile à l'équipe nationale du Cameroun. Je sais la rigueur qui est la sienne, surtout en termes de discipline tactique. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est passionné du jeu. Et ça se voit très bien. Ça se voit très bien, surtout avec l'utilisation du troisième homme. Le jeu dans les intervalles, ça se voit tout de suite quand on connaît l'homme, de reconnaître, de voir que l'Afrique du Sud a désormais un style à lui. On avait vu une équipe d'Afrique du Sud par le passé qui jouait un peu du kick and rough comme l'ancien football en Angleterre parce qu'il se modernise aussi. Je pense que la touche Hugo Broos ramène à cette équipe sud-africaine de la solidarité, surtout beaucoup de coaching mental. Ça se voit que dans les efforts, les joueurs sont impliqués les uns les autres dans tous les efforts défensifs et offensifs. On a un bloc qui n'est pas disparate et qui est tout à fait compact dans tous les compartiments. Qu'il soit attaqué à gauche ou à droite, vous avez une équipe qui est toujours stable, qui est toujours prête à réagir au contre-pressing. Donc, je pense que peut-être ce serait maladroit de ma part, parce que je ne suis pas un technicien, d'évaluer, de comparer les autres sélectionneurs à Hugo Broos, mais je pense que la sienne, sa touche à lui, elle est très visible dans cette équipe. Alors, Raoul, vous avez mis en valeur l'identité même du football africain, parce que vous le releviez, cette équipe sud-africaine, c'est pratiquement 99% de l'effectif qui joue le championnat local. 21 joueurs. Voilà. Et en Afrique en Égypte, on est sensiblement dans les 80, 85. C'est l'identité africaine même qu'on verra tout à l'heure, mais avec deux styles différents. Oui, deux styles différents, comme je l'ai dit. L'Égypte qui a perdu son identité d'antan, qui s'appuyait sur une solidité défensive et qui progressivement montait par soit des attaques placées au rapide
pour surprendre l'adversaire, a perdu cela. Et on a remarqué qu'ils voudraient aujourd'hui utiliser les modèles européens, produire le jeu, mais ils n'ont pas des hommes capables de gérer cela. Parce que bien qu'on voudrait adapter, il faudrait qu'on ait des joueurs qui soient capables de pouvoir tenir face à ce genre de projet de jeu. Et de l'autre côté, vous avez l'Afrique du Sud. Remarquez leur parcours lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Pour les perfectionnistes, c'était la meilleure équipe, avec la qualité de jeu qu'ils ont produit. Certes, on a un vainqueur qui est la Côte d'Ivoire, mais je dis pour les perfectionnistes, ceux qui veulent du beau football, ceux qui sont attirés par la production du jeu, c'était la meilleure équipe. En tout cas, Raoul, je sais que vous allez nous en dire davantage. On marque une légère pause, la publicité, on revient après. Supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Frères et sœurs, voici la liste des bonnes choses. Pour les voyages, et vous, Oscar. Pour les maillots indomptables. Pendant la fête du football, Orange met le cœur sur les lions indomptables. Des milliers de maillots, des voyages au Maroc et des Smart TV pour vivre chaque match des lions indomptables. Pour gagner, fais tes paiements via Orange Money au dièse 150 dièse ou compose le code imbattable Orange Data ou appelle au dièse 111 étoile 1 dièse ou encore directement rends-toi sur Max Eat. Pour supporter les lions indomptables, Orange est là. This sound that resonates from the quarter and bounces from stadium to stadium is not just the sound of a ball. It's the sound of our hearts beating for football, for victory, for glory. It's the sound of our hearts beating for the indomitable Lions. Trips to Morocco, brand new 4x4 cars, thousands of indomitable Lions jerseys, and millions of CFP friends to win every week with Orange bonus on #111 *1# or Orange money on #150#. Sponsor of the Indomitable Lions for 25 years. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit au moins de 21. Excuse-moi, je suis arrivé. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Retour sur ce plateau, on va retrouver le stade pour cette rencontre dans quelques minutes, mais on va poursuivre avec Patrick Raoul qui revenait sur l'identité africaine qui sera mise en valeur tout à l'heure, mais avec deux styles différents. Oui, deux styles différents. Osama Hassan, comme je le disais tantôt, il était de l'épopée 96 et 98. Aujourd'hui, il est le coach de cette équipe. Il a connu ce qui a fait le succès de son pays pour pouvoir remporter ces différents trophées. C'était la discipline défensive. Je pense que c'est elle qu'il est en train de remettre sur place, une équipe égyptienne qui pouvait jouer 3-4 matchs sans encaisser. Lorsque l'Égypte encaissait, c'était pratiquement un miracle. Donc, il est en train de remettre cette discipline
discipline en place. De l'autre côté, comme je le disais, certains ont considéré, les perfectionnistes, comme je le dis, ont considéré que l'équipe sud-africaine lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations était la meilleure. Pourquoi? Parce que elle a produit un jeu basé sur la possession courte. Vous voyez, donc lorsque vous voyez Mokoena et ses coéquipiers, ils essayaient toujours de faire des constructions lentes. C'est pas très rapide comme en Europe et partout, mais il y avait cette construction-là est très rapide aussi dans les derniers instants. C'est la raison pour laquelle c'était facile pour eux de pouvoir marquer. Vous remarquerez lors de la demi-finale, le Nigeria qui rate une occasion, immédiatement une contre-attaque est amorcée, mais c'est une contre-attaque qui est construite. Elle est construite. Donc, c'était pas des ballons qui venaient derrière l'adversaire. Donc, on a vu donc le style de jeu que cette équipe a produit. Et aujourd'hui, l'Égypte qui essaie de ressusciter son identité d'antan, qui lui permet d'avancer aujourd'hui. Donc, on pourra donc avoir cette rencontre, ce choc de style et d'identité de jeu. The field is already getting ready there. We are talking about the kings of the African Cup of Nations, which is Egypt, that has won the competition 7 times, and Bafana just once. Josh, will there be a place of history in this encounter? A place for history in this encounter. I will not say it like that, but we may assist to, as I said it earlier, to a good match. Both teams know themselves very well. The players are, most of them, both in South Africa and Egypt, players that are used to continental tournament. So the team which is going to win the match will be that one who will avoid making too much errors. It will be the decision will be done. Bon, je ne sais pas comment dire les détails on details, yes. On details during this encounter. Okay, we are almost getting to the field. Maybe your prediction? I predict a draw game. Okay. Draw game, maybe 2-2. With many goals. Many goals. Is that what Patrick sees as well? Je pourrais partager le point de vue de Daron, mais je vois cette équipe sud-africaine gagner ce match. Josh? I think South Africa could win. Bizarrement, tout le monde a peur de se lancer. En tout cas, on verra ça dans quelques instants. On retrouve le stade pour cette affiche Afrique du Sud-Égypte. Et on se retrouve après les 45 premières minutes pour analyser cette première partie. Ça se passe de la... Le continent retient son souffle. Le
regard se tourne vers le Maroc. Les stades s'illuminent, les hymnes résonnent et les stars du football africain écrivent un nouveau chapitre de l'histoire. Du 21 décembre au 18 janvier 2026, la CAN Maroc 2025 s'invite chez vous. Sur New-York TV, des images intenses, des analyses qui éclairent. Ils n'ont jamais été assez tueurs dans la surface de réparation. Et un accès aux coulisses comme nulle part ailleurs. Cette année, l'Afrique joue grand et vous êtes aux premières loges. CAN Maroc 2025, 100% des matchs, 100% d'émotions, 100% en direct sur votre chaîne New-York Sport, le boss des événements sportifs. Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Let's bet on Africa. OneXBet. Maybe it all starts here to end up there. Sure, for us, it rather starts here and finishes over there. But it also goes through here, doesn't it? But whether it's here or there, behind your screen, in the stands, or on the pitch, Orange is here, proudly supporting African football for over 15 years. These jerseys aren't 100% polyester. They are 30% lessons learned the hard way, 50% hope, turning threads into memories, 20% triumphs dreamed and prayed for. This is Africa, 100% made of us.